Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver en présentiel cette fois-ci et de pouvoir échanger avec vous sur tous les sujets qu'on a pu rencontrer, observer et analyser sur une activité, un environnement un peu, on va dire, compliqué, ça fait à peu près 1 an et demi que ça dure, et ce contexte sanitaire a accéléré certains process. Voilà, donc l'objectif de ces conférences, c'est de pouvoir échanger sur les best practices et en tout cas sur ce qu'on a pu rencontrer, ou toutefois la possibilité d'avoir échafaudé aussi certaines stratégies pour avancer dans ce contexte. Voilà. Alors, on va commencer par les présentations. J'y vais. Allez, on y va. Bonjour et ravi d'être avec vous. Je suis Biljana Kostic, la DRH du groupe CETEC, que vous connaissez ou pas d'ailleurs, mais probablement pas, parce que c'est un groupe d'ingénierie dans le monde de la construction. Donc ce n'est pas une marque en soi très connue, mais notre job, c'est de concevoir des projets dans le domaine du bâtiment, de l'industrie, de l'environnement, du transport. Et donc en ce moment, par exemple, le Grand Paris, que vous connaissez forcément, ne serait-ce que pour le désordre que ça crée dans Paris, les travaux, voilà. Donc culture très technique, beaucoup d'ingénieurs, 90% de l'effectif, et on est 3200 en France et à l'international. Merci. Bonjour, je suis Anne-Laure Pams, je représente le groupe de conseil et de solutions RH Grand Alexander. Nous avons 4 activités. L'historique, qui est le recrutement par approche directe exécutif, du management de transition, du conseil en organisation et pilotage des transfos, et puis la dernière que j'ai la grande joie de diriger, qui s'appelle donc le leadership development, donc tout ce qui touche au talent management des entreprises. Donc à travers ces 4 activités, nous accompagnons les organisations et leurs leaders dans la mise en place d'organisations qui font sens pour leurs collaborateurs et pour eux-mêmes. Merci. Bonjour, Nicolas Liorens, moi je suis le DRH de la Massif, une société d'assurance qui sert aux intérêts d'à peu près 6 millions de sociétaires. On est 10 000 collaborateurs en France exclusivement, on est fiers de ça. Et donc, moi aussi, un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour, je suis Sophie Sanchez, la directrice générale du groupe Synergie. Donc, Synergie est spécialisée dans le recrutement et le conseil RH. Nous sommes un groupe français, international, présent dans 17 pays, avec 4 500 collaborateurs permanents, puisque nous avons également 70 000 intérimaires chaque semaine que nous déléguons parmi nos clients qui sont implantés sur différents secteurs d'activité et qui couvrent de multitudes de catégories sociales professionnelles. Et je suis ravie d'être parmi vous également. Merci. Bonjour, Sandrine Vetter, je suis de Téléperformance, centre d'externalisation de la relation client, coté au CAC 40 et présente dans de nombreux pays avec 380 000 collaborateurs. Et je suis DRH pour la France. Bonjour à toutes et à tous, Claudio Vandi, je suis cofondateur et directeur produit de Numa. C'est une école digitale pour les nouvelles pratiques de travail. On fait une chose qu'on fait très bien, c'est des classes virtuelles sur des sujets de management, leadership, entrepreneuriat et développement personnel. Merci. Alors, repenser en profondeur les carrières managériales. On a vu qu'effectivement, le Covid a distancié quelque peu les relations entre collaborateurs et managers, et que à la fois les outils et à la fois les collaborateurs, est-ce qu'ils étaient vraiment prêts, en tout cas, à avoir ce niveau d'exigence qui était plutôt contraint et qui forcément a amené quelques souffrances pour certains. Alors, j'ai une petite étude qui est une source OpinionWay. Côté manager, 89% ont noté un impact de la crise sanitaire sur leurs conditions de travail au quotidien. La moitié d'entre eux, ça s'est traduit par un accroissement de l'investissement dans le travail, 26% ont des difficultés à se déconnecter de leur travail chez eux, et 23% constatent qu'ils travaillent davantage. Donc dans ces conditions, moi, ma première question, est-ce que la crise sanitaire, effectivement, elle a mis sous tension ces fonctions managériales? Que révèle cette crise sanitaire auprès des managers au quotidien? Alors, qui veut prendre la... Ouais. Ça c'est le thème, il y a plein d'autres questions détaillées après. Évidemment. Parce que là, il nous trouble en fait. On répond à ça, on s'en va. Non, peut-être moi je vais bien commencer.
Sur le fait que les managers étaient préparés, moi je considère en fait dans nos organisations qu'ils étaient préparés parce qu'ils sont déjà dans des considérations d'évolution de nos organisations avec des rythmes un peu conséquents, à manager finalement des profils un peu divers. Dans le monde de l'assurance, tous les semestres, on a une norme réglementaire qui nous fait évoluer finalement nos pratiques. On a des sociétaires qui évoluent aussi avec des logiques d'omnicanalité. Donc en fait, pour moi, les managers, même si la crise était exceptionnelle, ils étaient, je pense, armés de par leur fonction en fait, à ces principes d'agilité. Peut-être que ce que nous, on constate, c'est que dans cette période-là des 18 mois, finalement, malgré plein d'interventions à distance des dirigeants, des DRH, en fait, le manager, il a incarné l'entreprise. Mais vraiment au sens de... En fait, c'est le lien qui va me rassurer, qui va m'animer au quotidien. Et on a vraiment eu cette perception-là, c'est que le manager, c'était l'entreprise. Et peut-être nous, on sort de la période Covid avec le souhait, finalement, de pouvoir poursuivre et de garantir une considération pour nos équipes managériales et pas imaginer qu'on revient à une sorte de statu quo 18 mois avant. Et donc c'est ça qui va nous animer, c'est-à-dire finalement on sort de cette période avec la volonté d'apporter la considération nécessaire auprès des managers. Peut-être que j'en dirai un mot tout à l'heure. Bien sûr. Sophie, peut-être ? Oui, c'est sûr qu'on a atteint des records d'incertitude dans cette crise. Et les managers, on a vu toute l'importance des managers dans le fait de rassurer les collaborateurs, de maintenir et renforcer la confiance entre les salariés et l'entreprise. Et ils ont joué ce rôle. On n'a pas eu de mauvaises surprises, au contraire chez Synergie, car je crois qu'on a des valeurs importantes dans la culture d'entreprise qui sont la proximité et l'autonomie dans chacun des postes, et ça favorise justement la confiance. Les seuls managers qui ont eu des difficultés, c'est ceux qui sont encore dans le contrôle, dans la commande et dans le contrôle. Et là, vraiment, ils ont eu des difficultés à gérer leurs équipes à distance. Évidemment. Sandrine, je crois que c'était inenvisageable le télétravail avant le Covid, et force est de constater que c'est possible. Alors, c'était inenvisageable parce que dans nos métiers, un superviseur encadre une douzaine de conseillers clients, et le mode de management classique, c'est le visuel. J'ai ma ligne de conseillers clients, je les vois, je vois d'un coup d'œil celui qui ne va pas bien le matin en arrivant, celui qui a besoin d'une pause, etc., etc. Et puis, du jour au lendemain, 85% des salariés en télétravail, forcément, ça révolutionne le métier de superviseur parce qu'il n'a plus ce côté visuel et on doit l'accompagner, bien sûr, à réinventer complètement sa fonction pour qu'il développe d'autres sens. Vous savez, un peu comme on dit, quelqu'un qui est handicapé, qui a un sens un peu sous-développé ou en panne, eh bien, il va développer davantage ses autres sens. Et moi, je pense que ça s'est vu très, très bien dans le télétravail. Donc le son et développer l'attention pour essayer de reconnaître des mal-être ou au contraire une envie, un besoin, et tant qu'à faire le satisfaire et fédérer ses équipes. Donc je pense, moi, que ça a été, en tout cas dans notre secteur, une vraie révolution pour les carrières managériales. Claudio, peut-être ? Oui, j'ai rebondi sur ça. Je trouve ça vraiment obligé à formaliser des choses qui étaient implicites aussi, qui étaient dans l'informel, où à un moment, je sais comment vont les personnes, ou j'ai transmis un message, je m'aperçois s'il est bien reçu ou pas, ou je passe un message qui n'est pas compris, j'ai des occasions de rattraper parce qu'on est dans l'informel, et donc tout passe pas par des communications officielles. Et là, je trouve que en fait, ça a obligé. Je trouve que les managers n'ont jamais été aussi présents qu'en étant à distance, finalement. C'est en mettant des réunions qui sont des réunions qui donnent des repères, en ayant des réunions individuelles où on est à l'écoute des collaborateurs vraiment. Avant, je trouve qu'on était un peu dans je loupe ma réunion de début de semaine. Oui, c'est grave, mais finalement, c'est pas grave parce que je vais les voir quand même. Ou on fait sauter un point individuel, on va le rattraper. Ou je n'ai pas vraiment écouté, mais ils vont me dire s'il y a un problème, ils vont lever la main. Là, ça a obligé à repenser, pas forcément à repenser, mais à vraiment tenir ces rituels d'équipe, à vraiment être dans le coup. Donc, il n'y a pas tellement des choses totalement nouvelles, c'est juste qu'il y a moins de concessions pour les louper par rapport à avant. Anne-Laure, vous parliez de
du fait qu'un sentiment de solitude en fait, des managers pendant cette période? Alors, oui, nous, c'est ce qu'on a pu observer. Alors, c'est toujours en raison de demandes qu'on nous adresse. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que autant les hautes fonctions, donc vraiment les niveaux CODIR, COMEX, je parle du premier confinement particulièrement, se sont extrêmement mobilisés et sont restés soudés. Et qu'en revanche, il y a eu moins de communication justement vers les couches de management intermédiaires. Et sortie de premier confinement, et c'est un sujet qui reste récurrent dans les demandes qu'on nous adresse, il y a un point d'attention sur la remobilisation et sur la redynamisation du management intermédiaire. Parce que pour ces entreprises-là, alors je suis heureuse d'entendre que dans certaines entreprises, il n'y ait pas eu ça. En tout cas, pour celles qu'on accompagne, a été exprimé un sentiment vraiment de solitude, un sentiment d'abandon, c'est-à-dire des managers qui se sont retrouvés, en tout cas qui ont eu le sentiment, c'est toujours une question de perception, mais qui ont eu le sentiment d'être seuls et de ne pas forcément être outillés pour manager en cette période-là, adapter leur management aussi sur ce mode hybride qu'est le nôtre aujourd'hui, au départ 100% distanciel puis hybride, avec donc du coup un sentiment d'épuisement, de fatigue, puisque voilà, ne se sentant pas forcément épaulés. Et ce que je disais, nous avons administré une enquête avec Opinionway l'été dernier auprès de 400 dirigeants et de 500 collaborateurs, et pour savoir quel était l'état d'esprit, comment était un peu le moral des troupes. Et côté collaborateurs, il y a plus de la moitié quand même qui a, on peut presque parler d'une exigence en fait, de la part de leurs dirigeants pour être plus accompagnés dans l'amélioration et leur développement de compétences managériales. Biliana, vous disiez que le management, c'est plutôt le côté technique, le management technique qui avait un peu souffert. C'est ça sur l'activité? Disons que globalement, on s'en est plutôt bien tiré. Donc, je pense qu'on a perdu personne en route, je suis même sûre. Mais c'est vrai que ceux qui ont souffert, c'est ceux qui étaient, alors vous le disiez tout à l'heure, sur le management sur le base du contrôle permanent. Et il y en a encore. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Moins, mais encore aujourd'hui. Mais surtout, ceux qui manageaient par la technique. Nous, notre métier, c'est encore une fois, c'est une culture très ingénieure. On fonctionne beaucoup en mode projet. Et là, subitement, les troupes se sont trouvées dispatchées un petit peu partout. Donc ceux-là ont sans doute plus souffert. Mais ce qui est difficile aujourd'hui au retour, je rebondis sur ce qui a été dit, c'est le fait que je pense qu'on est progressivement passé du management de salariés au management d'individus. Ça veut dire qu'on ne manage pas juste ce qu'il y a dans le contrat de travail, la compétence, le projet sur lequel on travaille, mais on manage aussi l'individu avec ses joies et ses peines. Et là, le manager n'était pas forcément préparé à ça, en tout cas pas tous de la même façon. Et ceux qui n'étaient pas du tout préparés à ça et qui, par ailleurs, considèrent même que ce n'est peut-être pas leur rôle, souffrent un petit peu plus dans cette reprise où on a des salariés qui sont, encore une fois, des individus, mais qui sont aussi des citoyens. Nous, notre signature, c'est ingénieur et citoyen. Donc ça veut dire qu'on prend un salarié pour ses compétences, mais aussi pour ses valeurs, pour la personnalité, pour tout un tas de choses. Et donc à manager, c'est forcément moins simple aujourd'hui pour le management de proximité. D'accord. Sandrine? Oui, je voulais compléter avec, en fait, auparavant, on essayait et on voulait vraiment qu'il y ait une certaine frontière entre le monde professionnel et le monde personnel. On disait, on a tous entendu, tes problèmes, tu les laisses à l'extérieur, hein, on ne veut pas trop en entendre parler. Et aujourd'hui, c'est plus possible, et c'est plus souhaitable, et c'est plus souhaité par beaucoup de gens. Et on veut, les collaborateurs, les managers, souhaitent qu'on prenne mieux en compte leur vie personnelle, tout simplement parce que c'est beaucoup plus mélangé quand on travaille de chez soi. On doit tenir compte de son lieu de travail, qui est son lieu de vie aussi. Il n'y a plus la salle café où on se retrouve pour une pause, mais c'est peut-être sa cuisine ou son... Voilà. Et donc, finalement, les managers et les employeurs doivent aussi créer un certain nombre d'espaces de parole, de vie, qui ne sont pas des espaces qu'ils avaient l'habitude de créer avant. Par exemple, aujourd'hui, avec Teams, avec des outils comme ça, on peut facilement créer des salles de sport, des salles de cours de cuisine, peu importe, culturel ou sur n'importe quel domaine. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé avant. Donc, il y a aussi cette dimension pour les managers que de s'immiscer dans la vie de leurs collaborateurs. Voilà, alors que ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il faut les accompagner là-dessus, bien sûr. Bien sûr. Oui, Nicolas?
Mais je vais prendre une position un peu différente de celle des précédentes. Moi, je ne suis pas très favorable en fait à cette logique un peu de Chief Happiness Officer en fait pour les managers de première ligne. Et effectivement, tout le sujet aujourd'hui, je pense, il faut garder de l'attention et de l'empathie, mais justement, c'est le sujet de la régulation sociale. En fait, en sortant du Covid, en fait, mon rôle de manager, c'est il s'arrête, voilà, il commence où, il s'arrête où, sur des problématiques qui, des fois, on le sait, en équipe RH, dépassent effectivement des considérations personnelles. Mais voilà, est-ce que moi, je suis compétent, je ne parle même pas d'appétent, mais compétent pour aller imaginer, apprécier des problématiques personnelles. Voilà, donc c'est ténu, hein, mais nous, on lance une réflexion sur justement la régulation sociale du manager, elle commence où, elle s'arrête où. Voilà. C'est clair. Alors, sur cette période, est-ce qu'on n'a pas pourvu des postes un peu dans l'urgence de managers, des managers qui se sont retrouvés aux fonctions d'animation, d'animateurs, etc. Et est-ce qu'ils avaient vraiment la formation en fait pour appréhender cette transformation, en tout cas de l'activité managériale? Alors. Le métier du manager, de toute façon, ne s'improvise pas, puis on ne l'apprend pas sur les bancs de l'université. Ça nécessite un accompagnement, pour le coup, de la part de l'entreprise, individuel, avec différents dispositifs, le mentoring, le coaching, et tout au long de sa carrière. Maintenant, est-ce qu'il était préparé à ça? Je crois que personne n'était préparé de toute façon à ça. Mais tout le monde a répondu présent pour faire au mieux et pour rassurer encore une fois tous les collaborateurs. Après, il faut forcément envisager dans le nouveau rôle du manager un certain nombre de choses. On parlait d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est quand même un indicateur que doit mesurer, en tout cas doit être attentif à ce sujet le manager. Redonner du sens au travail, créer des espaces collaboratifs, parce que c'est vraiment des nouveautés et des attentes fortes des salariés. Et puis, il y a également une accélération que doivent mener les entreprises sur les engagements environnementaux et sociétaux. Là, les managers devront en être aussi le relais. Donc, il y a vraiment des nouvelles postures pour lesquelles il va falloir préparer les managers. Et bien sûr. Claudio, du coup, dans ce nouveau monde, vous, c'est quoi? Je voulais rajouter quelque chose. Effectivement, pour moi, si je prends un angle positif, je trouve que ça a donné l'opportunité aux managers de réviser un peu leurs classiques et d'être à l'aise pour le faire. C'est-à-dire que nous, on a animé des sessions de formation, on parlait de comment bien faire ces points individuels ou ces réunions d'équipe, et il y avait des débats enthousiastes. Je trouve qu'avant, il y avait parfois... c'était un peu un non-dit, on n'est pas trop bon à le faire, mais on est censé être super fort dans ça en étant manager, et on ne nous a jamais vraiment formés, on ne nous a jamais vraiment posé la question. Et là, vu le changement radical, ça a donné une opportunité de reparler. Ce n'est pas forcément des compétences totalement nouvelles, c'est pas mal de classiques, mais on a eu un espace pour s'arrêter et dire, OK, si on reprend les choses, à quoi sert mon rôle? Ça veut dire quoi écouter ses collaborateurs? Ça veut dire quoi faire une réunion individuelle qui fonctionne, qui est utile pour moi, utile pour lui? Ça veut dire quoi fixer des objectifs, transmettre du sens? Il y a eu une espèce aussi de mouvement de co-développement entre les managers qui était, dans une période très négative, bienvenue d'une certaine manière. C'est un côté, on prend du recul et on recommence du bon pied. Oui. J'irai plus loin encore que Claudio, c'est que le fait de se retrouver plus seul, de par le télétravail, la distance, je pense que les managers ont dû aussi réfléchir à leur propre singularité de manager. C'est-à-dire que dans un collectif, on va forcément faire du mimétisme, on va reproduire aussi ce que l'on observe. Là, seul devant leur écran et seul face à des sujets de management. Et ça, je le vois côté coaching individuel, il y avait des vraies réflexions profondes sur ma personnalité, sur ma singularité. C'est un sujet qui était assez intéressant de voir, et on revient sur ce côté individu, puisque salariat, c'est vraiment le développement de l'individu dans sa fonction de manager après. Alors, on voit bien que c'était dans certaines situations, ça s'est plutôt bien passé, dans d'autres un petit peu plus dans la difficulté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend c'est quoi les nouvelles postures managériales qu'on attend pour l'engagement des collaborateurs?
Je veux bien y aller, mais c'est une question qui mériterait une journée de débat complet. En fait, ce que j'avais dit quand on a préparé ce débat, c'est je ne sais pas si c'est des nouvelles postures finalement, ou si la crise a fait que du coup, elle les a inscrites dans le long terme. Mais savoir donner du sens, savoir donner des objectifs, les évaluer, les suivre, recadrer, donner de la visibilité. Et j'ai envie de dire, c'est presque les fondamentaux du management. Ce sont les fondamentaux du management. Et c'est pas grave s'il n'y a rien de nouveau. Hein. Et c'est pas grave s'il n'y a rien de nouveau, il y en a déjà bien assez comme ça. La vraie question qu'on se pose chez CETEC, enfin que je me pose pour le management, c'est comment est-ce qu'on leur fait prendre conscience de ce rôle-là, que certains ont assez naturellement et qu'ils le font même parfois sans avoir été formés à ça, et où d'autres, encore une fois, dans mon monde à moi qui est très, très technique, très ingénieur, considèrent presque que j'ai pas le temps de faire ça, moi. J'ai pas le temps. Va voir le RH. C'est ton job un petit peu quand même aussi, quoi. Et des gens qui sont extrêmement compétents dans ce qu'ils font. Donc, pour moi, c'est davantage de faire passer le message et de les inscrire dans quelque chose qui est de leur, qui fait partie de leur prérogative, que de dire c'est nouveau. Il y a pas de. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant on peut plus s'échapper. Il faut le faire, quoi. Et c'est vous qui allez le faire. Et nous, il faut qu'on les aide à ça. Bien sûr. Et moi, je montrais la marge du dessus. Je suis d'accord, les compétences, elles ne sont pas nouvelles. Hein. On ne va pas réinventer les compétences du manager, c'est toujours les mêmes. Peut-être qu'en revanche, quand c'est moins fait, ça se voit plus. Le trait, il est un peu plus grossi, donc c'est pas de chance pour eux. Mais là, je pense qu'il faut monter la marche au-dessus. C'est peut-être aussi d'avoir des réflexions au niveau des directions, des dirigeants, et de réfléchir véritablement à ce qu'on attend de nos managers. Et pas forcément qu'en termes de savoir-faire, de compétences métiers, mais qu'est-ce qu'on attend d'eux en termes de posture, qu'est-ce qu'ils doivent incarner, de quelle culture ils doivent être d'ambassadeurs. Et donc c'est pour ça que pour moi, la responsabilité, je la déplacerai légèrement plutôt vers le haut de la cime, et de dire, voilà, nos managers, qui sont-ils et qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et en fonction de ça, après, on décline les programmes et on met à disposition des outils et des moyens pour qu'ils puissent pleinement se réaliser. Et voilà, je pense que la question, en fait, elle se passe à un autre niveau. Oui, Nicolas. Oui. Enfin, nous, en fait, en même temps qu'il y avait le Covid, en fait, on changeait nos définitions de fonctions et en fait nos profils de compétences. En fait, en créant pour une première fois à la Massif, en fait, un rôle de manager. En fait, alors, il y en avait 3 en l'occurrence, manager de manager et puis manager de direction. Et c'est vrai qu'en fait aujourd'hui, sur une quinzaine de compétences, la compétence métier, en fait, il n'y a plus que 2 compétences métiers et il y a 15 compétences en fait, ou comportementales ou transverses. Et donc ça donne aussi, dans le cadre de l'examen des compétences, la bonne compréhension aux managers que c'est effectivement ça qu'on attend. Donc c'est effectivement, on leur force un tout petit peu la main à certains. Juste pour Claudio, moi je rejoins le principe de le rite ou la routine du management et des actes managériaux. Je pense qu'ils ne doivent pas s'adapter aux salariés. C'est aux salariés, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, en fait, à garder en fait, ce principe-là, parce que je pense que ça rassure et ça porte quand même aujourd'hui l'action du manager. Moi, je ne suis pas trop management de couloir. Je pense qu'il faut garantir ces moments-là, même sur les reprises d'activités sur site. Voilà, donc je pense qu'il y a ce sujet. Et puis peut-être, alors, ça peut être que des mots, mais je pense qu'ils s'illustrent. Hein. C'est pas de moi, je l'ai lu il y a un petit mois. Voilà, passer du management surplombant en fait, au management supportant. Et c'est vrai qu'en fait, on voit qu'on a peut-être changé aussi un peu de paradigme. Et ça correspond en fait aussi à l'attention qu'on doit porter aux collaborateurs. Et c'est peut-être ça qu'il faut rechercher. En fait. Peut-être moins de reporting, plus de développement des compétences. Bon, c'est un bel objectif, mais... Oui, Sophie, peut-être Alors, je voulais juste rajouter une phrase, et je pense, même si les compétences sont classiques, je pense qu'on a au sens les organismes de formation ou les personnes en charge de développement, c'est de rendre les challenges de management enthousiasmants pour les gens aussi. C'est de ne pas être en mode c'est votre métier, effectivement c'est leur métier, mais pas en mode on vous attend ou vous devrez déjà le faire. C'est encore une fois, moi j'étais étonné de la qualité, de l'enthousiasme qu'on a eu sur des débats qui portaient sur comment j'anime mes points d'équipe. Et on peut rendre ça intéressant, même pour des personnes qui font le métier depuis longtemps. Et je pense que le changement radical de manière de travailler a remis du challenge et du coup de l'énergie, aussi de l'excitation à un certain moment dans ce métier qui autrement pourrait être vu comme un métier purement de routine ou des corvées, quelqu'un doit bien le faire, voilà, ça tombe sur moi. On a une responsabilité à rendre ça vraiment excitant et c'est possible. Alors, ça veut dire qu'on passe du contrôle
du management de contrôle au management de la confiance? Oui. Alors, c'est un thème qui était, depuis, je pense que c'est le sujet qui est un des sujets qui a émergé en premier dès qu'on a commencé à faire des formations sur le travail à distance et ensuite en hybride. Le sujet de la confiance est émergé immédiatement. Et en fait, c'est une confiance qui a double sens. C'est à la fois ne pas être surplombant, mais demander plus de transparence sur des personnes qui m'informent de ce qu'elles font, de quelle est l'organisation du temps. Donc, il y a un sujet de confiance et transparence, pas transparence comme une valeur abstraite, mais juste de communiquer et que la communication ne soit pas prise comme un reporting, mais juste une manière de s'informer parce qu'on se voit moins et donc on a besoin juste de savoir qui travaille sur quoi pour pouvoir s'aider de la meilleure manière. Donc, c'est pas une confiance en mode j'y reviens la semaine prochaine et vous me dites ce que vous avez fait. C'est plutôt on est à une conversation ouverte sur OK, qui travaille sur quoi cette semaine, qui a besoin d'aide. Et il faut que ça devienne normal de parler de ça et d'avoir un reporting quasiment proactif, je dirais, de la part des collaborateurs et pas uniquement si le manager demande des comptes, en fait. Bien sûr. Alors, ces managers, comment on arrive à évaluer leurs compétences, leur appétence, en tout cas avec l'activité nouvelle de flexibilité? Alors, j'avais sans... Alors, oui. comment on évalue? Ça dépend là clairement des métiers. En ce qui concerne Téléperformance, l'évaluation des compétences, elle se fait en amont parce que aujourd'hui, on a près de 100% de nos managers de proximité qui sont issus du terrain, donc du métier des conseillers clients. Alors, on observe une double évolution d'abord sur l'appétence vers le métier de manager. Avant, cette appétence, elle était très forte, c'est-à-dire que la réussite professionnelle passait par l'accès à des professions de manager. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui sur le principe. En revanche, on a aussi des personnes qui n'étaient pas forcément intéressées par le côté encadrement et le côté contrôle, et justement qui, à partir du moment où il y a une dimension humaine et de collaboration plus forte, vont s'intéresser à ce type de carrière. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ça nécessite des accompagnements beaucoup plus personnalisés. Et les modules de formation qui ont toujours existé, qui continuent malgré tout d'exister, sur des considérations un peu techniques, eh bien, il faut savoir les adapter bien davantage. Donc, on a un dilemme entre... alors, chez nous, on appelle ça le high-tech et high-touch. Donc, c'est plutôt la technologie au service de l'humain et donc pas forcément de la digitalisation à outrance, mais bien au service et qui doit s'adapter. Et donc, vérifier le contrôle des compétences, eh bien, ça passe aussi par du contact et de l'évaluation individuelle et pas seulement du e-learning et des quiz, quoi. Bien sûr. Nicolas, c'est la même chose à la Massif? Oui, alors, je sais pas, moi je serais un tout petit peu plus pessimiste. Alors je sais pas pour la Massif, mais globalement, moi je constate en fait possiblement une crise des vocations en fait sur ces fonctions de management de première ligne. Aujourd'hui, effectivement, si on garantit pas l'autonomie et qu'on désédimente un peu le reporting et la pression qu'on leur met façon bâtonnite, finalement, on se retrouve avec une interaction très positive avec ses collaborateurs, mais avec des marges de manœuvre qui sont finalement assez faibles. C'est le premier point. Dans nos organisations, apparaissent des missions en fait, de management de projet qui sont finalement beaucoup plus séduisantes. C'est-à-dire, je me retrouve en situation d'avoir un projet qui est très visible, avec possiblement des budgets, des ressources que je vais pouvoir aller choisir, où je vais avoir la chance de les animer, mais sans avoir à gérer l'entretien d'appréciation des compétences, l'augmentation de salaire, la gestion des congés. Voilà, donc en fait, on est un peu dans une sorte d'entre-deux, pour lequel, effectivement, on va essayer, nous, de phosphorer pour trouver une manière de repartager la séduction de ces fonctions-là. Alors peut-être de quelques illustrations. Déjà, en fait, on accepte de passer du hiérarchique au fonctionnel. Donc, certains managers qui sont un peu en bout de course hiérarchique, on leur donne la possibilité de prendre des projets fonctionnels, quitte à revenir après sur le hiérarchique. On a accepté, alors ça, c'est pas très... on va dire, ça peut être un tout petit peu coûteux, mais on a fait évoluer nos systèmes de classification et de fonctions, et on a créé, aux endroits où on avait des grosses ruptures, en fait, avec des classifications, on va dire, intermédiaires,
et un poste de manager qui était un peu trop haut, on a accepté de créer des fonctions, donc qui coûtent un petit peu, pour en fait être une sorte de marchepied pour rejoindre ces types de fonctions managériales. On génère aussi beaucoup de fonctions en fait en mission. Aujourd'hui, par exemple, quand on a des arrêts maladie ou des maternités, en fait, alors que les postes n'étaient pas remplacés, là, on profite possiblement de ces 6 mois pour en fait proposer des missions managériales sans avoir l'engagement en fait de transformer l'essai, mais en fait ça crée de l'appétence. Voilà, donc on essaye de trouver plein de solutions pour que ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est peut-être un peu de frilosité de certains candidats, à se positionner sur ce qui est quand même le plus beau métier de l'entreprise. Absolument. Alors, est-ce que donc, on a bombardé un peu les managers d'outils divers et variés. Est-ce qu'ils sont adaptés à date? Et est-ce que ça répond véritablement aux exigences des managers sur les situations distancielles, d'hybridation d'activités? Voilà, je crois que Sophie, vous aviez... Je crois que le constat général, c'est que les outils doivent être des facilitateurs, mais ils ne doivent pas prendre plus de temps que nécessaire. Et puis par rapport aux événements qu'on a vécus, le digital ne doit pas être le seul canal de contact. Il faut vraiment mettre du présentiel, il faut vraiment mettre du collaboratif et du contact physique. Il faut vraiment les deux. Dans certaines situations, quand même, les outils ont été proposés comme étant des solutions, et on a un peu oublié que ce n'était que des moyens. Donc, il y avait tous les fondamentaux sur la fonction managériale. Ça ne peut pas être supplanté par un outil. Donc, à partir du moment où ça a été présenté comme une solution, ce n'est pas au service du management. D'accord. Biliana, vous avez peut-être, non, sur le... En phase, en fait, l'outil sert à un usage avant tout, donc il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Alors certes, c'est très utile et le Teams permet de faire plein de choses, notamment sur le contact pour nous, par exemple à l'international. C'est vrai qu'avant, on l'utilisait avec beaucoup de parcimonie. Finalement, maintenant, faire des visios en Teams, c'est devenu normal pour tout le monde. Mais l'outil, il a quand même une limite, et je suis d'accord sur le fait qu'il faut revenir au bureau. Pour un sujet, c'est les risques psychosociaux. Et donc, il y a des signaux faibles qu'on détecte très facilement quand on est au bureau régulièrement, et même si on fait 2 jours de télétravail. Et c'est beaucoup plus difficile quand on est à distance en mode hybride comme aujourd'hui, parce qu'il y a un an, en fait, tout le monde était en télétravail en même temps. Bon. Et dans la même panade, par ailleurs. Aujourd'hui, le télétravail s'est installé. Chez CETEC, c'est 2 jours par semaine. Et ce qui fait qu'un manager, j'en suis, pour arriver à voir tout le monde dans la semaine, enfin tout le monde une fois par semaine, il faudrait que je ne télétravaille pas du tout. Bon, ce que je fais parfois. Mais parfois je télétravaille. Et donc là, c'est compliqué. On sent que les liens sont plus difficiles à entretenir. Et le risque, il est à mon avis plus important aujourd'hui qu'il ne l'était les mois précédents, parce qu'on s'installe dans un truc que personne ne maîtrise vraiment. Et toutes postes confondues d'ailleurs. Donc l'outil peut-être, mais à mon avis, pour ces trucs-là, l'humain et le contact régulier et l'informel restent la priorité. Claudio, Non, complètement aligné sur ça. Pour nous, le plus grand changement, c'était sur le sujet de la formation, pour le coup, parce que c'est ce qu'on fait au quotidien. Et on voit que pour le coup, c'est des usages qui restent de ce côté-là. Ce qu'on voit émerger, c'est on continue à se former à distance aussi, parce que ça permet d'être... C'est pas juste une question de technique, mais ça permet d'être au bon moment, de s'organiser beaucoup plus rapidement, de prendre 2 heures dans une journée plutôt qu'une journée ou 2 jours. Donc on est plus souvent au bon moment pour les managers sur des pratiques dont ils ont besoin à un moment précis plutôt que dans 6 mois quand on aura pu organiser 2 jours de formation. Et en revanche, on revoit des moments qui sont des moments de pure socialisation, que ce soit au lancement d'un programme, à la fin d'un programme, qui sert juste à se revoir et à créer du lien. Donc plus qu'un retour au format en présentiel sur ça, et ce que j'observe en tout cas, c'est le compléter par des moments qui sont du pur présentiel, qui servent juste à socialiser. D'accord. Pas doute. Si, Nicolas? Oui, moi, sur les outils, effectivement, je pense que c'est pas ça qui fait la solution et la transformation. Oui. Nous, on a pris le parti de voir comment on a pu, notamment dans les premiers jours de la crise Covid, vivre sans outils et reporting. Et en fait, au moment où on sort de la période Covid, de se dire, en fait, est-ce que revenir à nos anciens outils au reporting est tout à fait nécessaire? Et en fait, on est dans une logique d'analyse et de déconstruction. Je redis, je parle de sédimentation à dessein de ce qui peut finalement intéresser direction X, Y, Z.
Ça, c'est peut-être le premier point. Et le deuxième point, c'est que alors, dans nos organisations, on a souvent une dette technique interne. C'est-à-dire qu'on a souvent investi pour l'interconnexion avec le sociétaire ou le client ou l'adhérent. Et en fait, nos outils internes, alors je ne parle même pas des SIRH, mais voilà, on n'est pas tout à fait au bon niveau. Et je pense qu'il y a ce côté-là aussi, c'est finalement comment on sort du Covid en ayant le souhait de faciliter un peu digitaliser un peu mieux nos outils pour faire gagner du temps toujours aux managers et qui ne passent pas en fait 2 heures à faire des reportings pour gérer la gestion des temps. Voilà. Donc, ça interroge du coup, justement, quel outil pour quel usage? Une réunion top-down informative, effectivement, il n'y a peut-être pas de pertinence à être physiquement présent dans la même pièce. Donc c'est aussi de se poser la question de à quel moment il est opportun d'utiliser un outil, à quel moment il est au service du lien et à quel moment il est au détriment du lien. Donc je pense que c'est ces réflexions-là plus globales aussi qu'il faut avoir pour déterminer si l'utilisation d'un outil est bénéfique. Sandrine, oui. Oui, alors je suis évidemment complètement d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que l'outil est au service de l'humain et pas l'inverse, hein, on est bien d'accord. Mais l'outil est parfois quand même indispensable et je pense à une expérience que l'on a vécue chez Téléperformance où ce confinement, cette crise sanitaire nous a obligés aussi à nous réinventer en termes de recrutement et on a considéré qu'il était désormais possible d'aller chercher des compétences alors qu'avant on cherchait des proximités par rapport à nos centres. Donc on a pu recruter des personnes qui étaient très éloignées géographiquement de nos implantations. On a beau en avoir 13 en France, n'empêche qu'il y a des tas d'endroits où on n'est pas présent physiquement. Et donc on a pu recruter des gens un petit peu partout, d'autant qu'on a été l'unique prestataire qui a géré la prise de rendez-vous des vaccins anti-Covid. Donc 2500 collaborateurs en 10 jours, si vous voulez, il fallait les chercher un petit peu partout. Hein. Et finalement, les managers, les managers, les formateurs, ils ont dû eux aussi se réinventer pour former des gens qu'ils n'ont jamais vus. Et ça, c'était quelque chose d'assez déstabilisant pour eux et pour lesquels les outils ont été quand même essentiels. C'est clair. Dans ce nouveau monde, les nouveaux managers, c'est quoi les attentes des nouveaux managers pour rentrer dans l'entreprise? Quelles sont leurs attentes et quel est le degré d'exigence RSE, par exemple, etc. Nous, on voit un besoin qui... C'est pour les nouveaux managers, c'est pour les jeunes managers. Donc on voit un besoin de plus en plus grand côté nouvelle génération, de trouver un alignement entre le qui je suis et ce que je fais. On a toute une série de formations qui sont sur les pratiques, les techniques du management. Et là, on lance des nouvelles plutôt sur le développement personnel. L'objectif étant de permettre aux personnes de prendre du recul sur leurs forces et leurs leviers de motivation qui leur permettent de s'engager durablement. Parce que c'est vraiment une demande des nouvelles générations. C'était toujours important pour tout le monde, bien sûr, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus fondamental, cet alignement entre ce qui me motive profondément et comment je vais l'exprimer dans l'entreprise. Et c'est aussi un sujet, on peut le voir autrement que comme une formation, mais c'est une responsabilité de les accompagner dans ça, à se poser les bonnes questions et à le faire dans l'entreprise pour que ce soit un levier d'engagement plutôt qu'un levier de questionnement et de départ. Et ça, c'est nouveau pour le coup. Oui, Sophie, sur la difficulté de trouver des managers. Sur la difficulté de trouver des managers, elle existait déjà avant la crise, donc c'est encore pire aujourd'hui. Mais Nicolas le disait tout à l'heure, en fait, il faut rendre la fonction attractive et repenser la carrière des managers. L'évolution du manager, c'est pas plus d'équipes à avoir dans son périmètre ou c'est pas plus de chiffre d'affaires à piloter, mais c'est avoir la capacité de travailler sur des projets collaboratifs, des projets innovants. Mais encore faut-il que l'entreprise soit d'accord pour détacher le manager pendant un certain temps pour justement qu'il puisse diversifier sa carrière et acquérir d'autres compétences. Ça, il faut que l'entreprise l'entende et soit prête à le faire. Il y a un chiffre, souvent que je rappelle, qui est quand même qu'en 2025, il y aura 50% de la population qui seront des millennials. Donc il y a les attentes des managers d'aujourd'hui, mais il y a les attentes des managers de demain, où les
les angles, les perspectives ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes. On parlait tout à l'heure de l'équilibre de vie pro-perso, de l'autonomie, de la quête de sens. Donc ce sont des individus qui vont arriver dans l'entreprise portés par ces drivers-là et qui forcément, en tant que manager, vont les garder, c'est intrinsèque aux personnes et aux individus. Donc ces jeunes managers-là, dans quelques années, vont avoir des demandes très particulières par rapport à ce que l'entreprise propose aujourd'hui. Donc ça s'anticipe aujourd'hui. Et quand je disais que les directions doivent réfléchir à leur référentiel de leadership, à leur identité de manager, je dirais qu'il y a presque urgence, parce que dans pas longtemps, ils sont là, les nouveaux managers, avec certainement beaucoup d'urgence. Ce qui va challenger les entreprises, c'est super aussi. C'est un peu poil à gratter. Mais en fait, c'est un sujet, il faut le réfléchir dès maintenant. Ah oui, non, Merci. Oui, je voulais dire que, évidemment, d'accord, mais ce qu'on voit aussi en entreprise, c'est il y a une forme d'égoïsme de la part de ces jeunes générations qui est quand même assez centrée sur elle-même et sur ses besoins. Une tolérance, une résistance en tout cas à la difficulté qui est moindre, pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils ne le veulent pas. Alors le tout, c'est pas de dire est-ce qu'ils ont raison ou tort, c'est pas le sujet, néanmoins c'est comme ça. Et donc plutôt que de lutter contre ça, je pense que l'enjeu pour l'entreprise et pour le management évidemment, c'est d'essayer de cohabiter avec ça et de revoir sans doute nos pratiques, pas dans une logique de il faut faire le bonheur de tout le monde et rendre nos salariés heureux, c'est trop compliqué, mais en revanche de permettre l'alignement, l'épanouissement, sans doute oui, pourvu que d'ailleurs cet alignement soit aussi celui de l'entreprise. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même là pour répondre à des besoins clients, avoir de la rentabilité, de la performance, de la pérennité. Donc trouver, c'est toujours ça qui est difficile, le juste équilibre entre cette performance économique et sociale, plus que sociale, encore une fois, qui va jusqu'à l'individualité et plein de sujets qui sont rentrés dans le champ de l'entreprise et qui ne sont pas simples à traiter. C'est clair. Sandrine, non. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. On a bien avancé. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est le moment des questions sur ce qu'on vous a présenté, sur l'évolution des managers, sur des problématiques que vous pourriez rencontrer ? Non ? Alors moi j'en ai une. Est-ce que ça veut dire que les managers qui historiquement étaient quand même la motivation, c'était aussi la rémunération, est-ce que ça veut dire que c'est plus un sujet, ou en tout cas moins ? Ça n'a jamais été autant le sujet. On est en pleine révision salariale, j'ai jamais vu ça, et pas que pour les managers d'ailleurs. Il y a une vraie tension sur le marché. Encore une fois, je parle de mon monde, celui des ingénieurs. Dans le domaine de la construction, il y a des gaps de salaire incroyables, des niveaux de rémunération et d'augmentation que j'ai pas vus depuis de très longues années. Donc, c'est pas que le sujet du management, c'est un sujet d'actualité, mais à mon avis, je pense pour un grand nombre d'entreprises probablement qui sont ici. Ce qu'on dit tout à l'heure, c'est pas un sujet nouveau, la rémunération. On n'aurait pas attendu cette période-là pour vivre des demandes. Toujours dans l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, dans les besoins impérieux des collaborateurs, ça ressort quand même à hauteur de 49%. Donc ça reste quand même une demande très forte, avec en plus ce sentiment de c'est pas simplement une augmentation, c'est aussi un peu en remerciement de l'implication qu'ils ont fournie pendant cette période-là. Donc il y a cette notion supplémentaire qui reconnaissez notre travail et reconnaissez notre engagement. D'accord. C'est la même chose pour les superviseurs ? Oui, c'est en tout cas... alors bon, on a la chance, parce qu'on est les premiers, d'avoir un niveau de rémunération qui est globalement supérieur à nos concurrents. Donc c'est moins un sujet. Maintenant, c'est vrai que les attentes sont fortes. Pourquoi ? Parce qu'il y a il y a moins de chômage. Et finalement, on a, dans notre secteur, on a constaté que des personnes qui nous ont rejoints à un moment donné parce que leur secteur d'activité était sinistré, c'est vrai pour le secteur médical, c'est vrai pour la restauration, l'événementiel, etc. Donc on a eu une manne de candidatures sur une période donnée. C'est moins vrai aujourd'hui. Donc on recrute, je le dis, on recrute beaucoup et partout. Et que ce soit des conseillers clients ou des managers. Donc je fais passer le message. Maintenant, sur la partie rémunération, c'est toujours un sujet. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que chez nous, un petit peu moins. Bon, les managers de supervision de massif n'iront pas à Téléperformance parce qu'ils sont très bien payés. Donc je vois qu'il y a un appel. Non, mais par contre, on peut gérer votre relation client. Oui, ça c'est...
Non, moi, Voilà, sur la rémunération, enfin, alors après, c'est un grand principe RH. Hein, la rémunération, elle est acquise au bout de 3 mois. Donc, en fait, si on se concentre que sur des sujets de rémunération, moi, je ne vois pas ça forcément comme ça en sortant du Covid. Non, je reviens à mes sujets de considération, d'autonomie, d'écoute. Peut-être si je fais une incidente. Oui, la réflexion qu'on peut avoir, nous, aujourd'hui, c'est en fait à classification identique, peut-être doper possiblement le salaire d'entrée des managers versus les experts techniques. Voilà, considérant qu'il y a effectivement un engagement qui peut être des fois un petit peu plus contraignant, ces sujets de régulation sociale où en fait on confie des compétences avec possiblement des fois aussi un peu de porosité sur la vie pro, vie perso. Et voilà, donc c'est peut-être ça là où on est en train de se questionner, mais pas de sujet de rémunération. Le fameux droit à la déconnexion. Alors, fameux devoir de la déconnexion, je pense, maintenant. Oui. Merci beaucoup, Philippe Herbizoire, First Group. On parle des carrières des managers et on a parlé donc des managers hiérarchiques et puis des managers de projet. Ma question est peut-être un peu naïve, mais est-ce que dans vos organisations, les managers, ils sont 100% managers ou est-ce qu'ils ont encore des objectifs aussi opérationnels? Et donc, ils ont cette double casquette qui fait que quelquefois, ça peut être un peu compliqué de gérer les deux. Voilà. Alors, pour ma part, on a effectivement... on a un peu de tout, mais on a les managers de proximité sont avant tout des managers qui gèrent l'humain. Et on a des coachs, on a des animateurs formation et on a du personnel qui gère le reporting, etc. Donc on a quand même scindé beaucoup les activités, et notamment les activités techniques et les activités vraiment managériales. Et je pense que ça nécessite... alors, c'est idéal quand on peut réunir toutes ces compétences, mais on a rarement développé, autant qu'on le voudrait, toutes ces compétences sur un même individu. Donc, nous, c'est le choix que l'on a fait. Maintenant, c'est plus facile peut-être parce qu'on a des volumes importants. Ouais, moi, je peux peut-être aussi apporter un niveau de réponse. En fait, on va avoir les managers qui ont effectivement se voient confier des équipes. En l'occurrence, nous, on est aussi sur des standards entre 10 et 12. Et en fait, un manager qui a 10 ou 12 collaborateurs à accompagner, on considère que le temps managérial d'accompagnement, il est de 0,10 à peu près par ETP. Donc en fait, ils n'ont jamais d'objectif en fait, de réalisation de production. Hein. Le manager, il ne vend pas ce qu'il fabrique, il vend ce qu'il est, en l'occurrence à la Massif. Après, quand on est sur des équipes un petit peu plus petites, d'expertise en fonction support, là, il peut avoir finalement un double objectif, un objectif managérial et à garder pour un bout de son temps une activité de production qui est objectivée par ailleurs, quoi. Mathieu Villereau, FH Immobilier. Tout à l'heure, vous l'avez dit, globalement, les managers n'ont pas beaucoup été formés et tous n'ont pas une forte appétence pour le management. Donc, on a la réflexion, j'ai pas le temps, on va voir le RH. Et pourtant, vous l'avez dit, ils incarnent l'entreprise. Donc, on a tous intérêt à ce qu'ils montent en compétences managériales. Et tout à l'heure, vous avez posé la question, mais sans y répondre, comment on rend excitante cette montée en compétences managériales? Tout à l'heure, on a parlé du sens, et je crois que déjà, leur redonner du sens à un statut managérial, ça permet déjà de s'enthousiasmer, en fait. Depuis tout à l'heure, je pense à un dessin humoristique que j'avais vu il y a quelques années, où on voyait un couple avec l'homme qui se réveille terrifié en disant « Mon Dieu, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'étais manager ». Donc ça montre un petit peu qu'aujourd'hui, c'est plus associé souvent à un lot de contraintes. En tout cas, il y a un lot de contraintes associées. Alors pour certains, c'est une véritable évolution. On ne va pas non plus avoir un tableau totalement noir. Mais pour certains, je pense qu'ils vont plus entrevoir les contraintes associées que les opportunités. Donc il y a peut-être déjà cette réflexion à donner sur le sens. Peut-être qu'il y a plein de managers qui ne sont pas conscients justement qu'ils sont ambassadeurs. Donc là aussi, peut-être un travail de communication, d'explication, de dire, voilà, être manager, c'est pas juste avoir de l'encadrement et être responsable finalement de l'activité des autres, c'est déjà aussi en soi incarner quelque chose pour l'entreprise, c'est être dépositaire. Donc comment on réenchante, comment on la réenthousiasme, déjà je pense en l'expliquant. Donc c'est beaucoup plus de communication, en réfléchissant aussi avec une personne sur son plan de développement managérial, c'est-à-dire il y a cette opportunité-là, mais c'est quoi la suite? Donc aussi de dessiner la route et de dessiner le parcours dans l'entreprise. Donc là, on va être touché à tout ce qui est mobilité. Mais je pense voilà, c'est donner un peu de perspective et donner aussi aux collaborateurs la marge de manœuvre pour s'approprier son rôle. Je rajoute quelque chose sur nous, typiquement dans les formations, ça passe par donner
en fait, par les passionnés, par les challenges humains. En fait, c'est des challenges super intéressants. Comment je formule un feedback à un collaborateur pour qu'il change vraiment de comportement. C'est pas neutre. Vous voyez, c'est des situations complexes. Comment j'ai fait quand mon propre N+1 a passé un message qui a paralysé mes équipes, qui du coup sont totalement démotivées, pour les réengager dans leur performance dans l'immédiat. C'est des vrais challenges. Et je pense que là, je parlais vraiment en termes de formation, la manière dont on présente les challenges de management et on fait travailler les personnes ensemble pour les résoudre. Il y a un côté enthousiasmant d'aller résoudre, d'aller débloquer des situations, de trouver les phrases qui vont vraiment faire changer les personnes. Il y a un côté passionnant qui est de travailler avec des humains et arriver à faire avancer le collectif. Donc, de notre côté, ça passe beaucoup par des séquences de formation qui sont totalement autour de pratiques, de situations complexes, qui vont discuter ensemble, plutôt qu'uniquement de la théorie où on leur dit voilà, il faudrait que vous fassiez référence à tel framework, etc., etc. Et là, on voit que les débats sont beaucoup plus passionnés et que les personnes qui aiment le management aiment ça, en fait. Elles trouvent de l'énergie dans la résolution de problèmes humains au quotidien. Oui, merci. Gabriel Marollo, j'interviens, je suis intervenu dans des entreprises très différentes, aussi bien parfois des ETI, on va dire, très classiques, ateliers de production, etc., que dans des startups. Et j'ai l'impression qu'on parle beaucoup finalement de la partie que le fait que le bon manager, j'ai l'impression, il y a 2-3 ans, c'était le manager qui gagnait, celui qui faisait gagner l'équipe. Aujourd'hui, le bon manager, j'ai l'impression que c'est celui qui fait progresser l'équipe. Et en fait, j'ai l'impression qu'on change un peu de paradigme sur ce qu'est le bon manager. Finalement, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses, c'est celui qui va toujours réussir à faire progresser les autres. Et du coup, est-ce qu'on a beaucoup parlé d'un top-down, finalement, qu'est-ce qu'est le bon manager, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est pas, et notamment peut-être la rémunération variable, je ne sais pas si vous l'avez mis en place, d'avoir plutôt un bon manager, mais en fait, c'est plutôt l'équipe qui va manager, qui va être sollicitée pour décider finalement si c'est un bon manager ou pas, sur des logiques de progression. Pas de performance, entre guillemets, décidée une fois par an. Voilà, je grossis le trait. Mais... La réalité de nos organisations, c'est que, comme je disais tout à l'heure, en fait, le manager, il ne porte pas une production en tant que telle. Donc, en fait, sa part variable, en l'occurrence à la Massif, elle est 100% dédiée à la part variable consolidée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, nous, on a une attention aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'examen d'évaluation des compétences. Et en fait, on voit le point A et le point B de l'équipe. Et en fait, si le point se bouge vers le point B, on considère que c'est le manager qui est le premier contributeur de ces sujets-là. Et après, je ne vous parle pas de signaux faibles. Quand vous êtes dans une équipe ou sur un plateau où vous avez 12% d'absentéisme et qu'en fait, sur le même métier, sur un autre plateau, vous avez 6%, en fait, ça questionne aussi la performance et la manière dont on peut incarner le sens ou accompagner les équipes. Donc, c'est bien comme ça que ça se vit aujourd'hui. Voilà. En fait, sur votre question, on revient sur la question de l'évaluation tout à l'heure. C'est qui évalue quoi ? Est-ce que c'est aux échelons supérieurs d'évaluer les compétences du manager ou est-ce que c'est effectivement aux collaborateurs ? Il y a des entreprises où vous n'avez que des entretiens d'évaluation qui sont faits par le N+1, N+2. Vous avez des entreprises où vous avez du feedback 360. Ça fait partie d'une politique d'entreprise et d'une politique RH. On peut évoluer à 360. Parfait, merci. On a terminé. Désolé, on aurait pu continuer encore, mais là, c'est un peu court. On va passer à la prochaine conférence sur la rémunération. Donc, si vous souhaitez rester pour la prochaine. Merci à vous tous. Merci, mesdames. Merci, monsieur. Et à très vite.